Le 10 septembre 2025, à l'exacte seconde où l'horloge affichait midi, la cour de Matignon baignait dans une lumière presque trop parfaite pour la saison, tandis que les caméras fixaient le perron chargé d'... Le 10 septembre 2025, à l'exacte seconde où l'horloge affichait midi, la cour de Matignon baignait dans une lumière presque trop parfaite pour la saison, tandis que les caméras fixaient le perron chargé d'histoire, habitué aux tempêtes politiques, comme si rien d'inhabituel n'allait se produire, alors même que les 7 minutes suivantes allaient déjouer toutes les attentes. François Bayrou, immobile, affichait ce sourire insaisissable, mélange d'assurance et de calcul, prêt à accueillir celui qui devait lui succéder, convaincu de garder la main sur la scène, lui qui, depuis 48 heures après sa chute spectaculaire, peaufinait un plan précis, presque chirurgical. Pourtant, un détail lui échappait totalement. Sébastien Lecornu n'était pas dupe. Il avait déjà percé à jour le piège avant même qu'il ne se referme, et au lieu d'y tomber, il s'apprêtait à renverser la situation, transformant cette simple passation en une démonstration de force silencieuse. Un moment dont toute la France continuerait de parler bien après que les caméras se soient éteintes. Dans la pénombre feutrée de l'Élysée, la veille au soir, deux silhouettes échangeaient loin des regards, tandis que les lustres du bureau présidentiel projetaient sur les murs tapissés de visages d'anciens chefs d'État des ombres presque théâtrales, comme si l'histoire elle-même observait la scène. Emmanuel Macron, marqué par des mois d'épreuves et de tensions, scrutait avec intensité son ministre de la Défense, cherchant à percer ses certitudes. « Sébastien, tu vois ce que François prépare pour demain ?» Face à lui, Lecornu, appuyé près de la fenêtre ouverte sur des jardins plongés dans l'obscurité, laissa filer quelques secondes de silence, les yeux fixés au-delà des grilles, comme s'il mesurait le poids d'un pays lassé, impatient, usé par une instabilité devenue presque routine. Puis, d'une voix posée qui tranchait avec la gravité du moment, il lâcha. « Il va essayer de me tendre un piège. » Selon lui, tout était écrit d'avance. Un discours interminable, chargé d'émotions, saturé de références à son courage et à ses principes. Une mise en scène soigneusement construite pour s'ériger en victime noble de la République. Macron acquiesça lentement, conscient du personnage, lui qui avait partagé avec Bayrou des années de proximité, avant que la mécanique politique ne rappelle sa règle implacable. Les alliances passent, les stratégies restent. Il est touché, ajouta-t-il, rappelant les 364 voix contre lui, un revers inédit pour un premier ministre ayant lui-même provoqué le vote, une blessure dont on ne se relève pas sans tenter un dernier coup. Lecornu, lui, resta fermé, difficile à lire. À seulement 39 ans, il s'apprêtait à devenir le 5e chef du gouvernement de Macron en moins de 2 ans, un chiffre qui disait moins la réussite que l'essoufflement d'un système tout entier. Mais lorsqu'il prit la parole, ce fut sans hésitation. « Monsieur le Président, j'ai passé 3 ans à gérer les crises de sécurité les plus sérieuses que l'Europe ait connues depuis longtemps. » Puis, presque avec une froide assurance, « François Bayrou, je peux m'en occuper en 7 minutes sur les marches de Matignon. » Ce qu'ils ignoraient tous deux, à cet instant précis, c'est que dans un appartement du 7e arrondissement, Bayrou, 74 ans, marqué par 9 mois d'affrontements parlementaires, peaufinait son propre scénario avec une précision obsessionnelle, relisant encore et encore les notes qu'il venait d'écrire, déterminé à transformer sa sortie en moment inoubliable. Tout semblait d'une simplicité désarmante, et c'était précisément ce qui rendait le plan si dangereux. Bayrou s'apprêtait à livrer un discours aux accents presque généreux, évoquant l'entraide, l'unité et la nécessité d'innover. Mais derrière cette façade bienveillante, chaque phrase avait été soigneusement pesée pour enfermer Lecornu dans une impasse. En se mettant en scène comme le vétéran éclairé transmettant le relais à un successeur encore trop fougueux, il cherchait à imposer une supériorité morale subtile. Lui, figure tutélaire pleine d'expérience, l'autre, apprenti encore en construction. Dans un murmure presque rituel, il répétait les piliers de son intervention. Aider, rassembler, inventer. 3 mots qui, en apparence anodins, constituaient en réalité un dispositif redoutable. Offrir son aide revenait à suggérer que le nouveau venu en manquerait. Parler de rassemblement rappelait implicitement ses propres tentatives avortées face à une opposition jugée irrationnelle.
et invoquer l'innovation laissait entendre que la ligne portée par Macron et incarnée par le Cornu était déjà dépassée. Le mécanisme était implacable. Accepter ce soutien revenait à se diminuer. Le rejeter exposait à l'accusation d'orgueil. Dans tous les cas, Bayrou restait au centre du jeu, bien décidé à ne pas disparaître comme certains prédécesseurs déjà relégués aux marges du souvenir politique. Il entendait prolonger son empreinte coûte que coûte. Pourtant, loin de cette mise en scène calculée, le Cornu élaborait une réponse d'une nature totalement différente. Moins porté sur les envolées oratoires que ces figures politiques capables de parler sans fin, il misait sur l'essentiel. Des mots rares, précis, capables de frapper plus fort que les discours les plus élaborés. Une sobriété qui, dans le climat du moment, pouvait devenir une force bien plus redoutable que l'éloquence elle-même. Sur une page immaculée, il avait simplement inscrit une ligne, presque sèche. Pas de long discours. C'était peu de mots, mais tout était là. Tandis que Bayrou empilait des phrases, construisait des envolées, le Cornu, lui, taillait dans le vif, préparant des répliques brèves, calibrées pour trancher avec cette éloquence parfois excessive qui caractérise la scène politique française. Le 10 septembre au matin, la capitale s'éveilla sous un ciel hésitant, comme suspendu, tandis que dans plusieurs quartiers, les premiers groupes du mouvement Bloc Ouest commençaient déjà à converger. Né sur les réseaux sociaux durant l'été, ce mouvement promettait de bloquer le pays, dénonçant à la fois l'austérité, le pouvoir en place et plus largement tout un système à bout de souffle. Partout, la tension montait, renforcée par le déploiement massif de 80 000 forces de l'ordre. À 11h30, Bayrou fit son entrée à Matignon, protégé derrière les vitres fumées d'un véhicule officiel, accueilli par des slogans hostiles lancés par quelques manifestants déjà présents, certains criant à sa démission alors même qu'il n'occupait plus la fonction. Une contradiction qui n'échappait à personne. Dans les salons feutrés, les deux hommes s'enfermèrent pour un dernier échange d'une 50aine de minutes, dont le contenu reste flou, si ce n'est qu'il se déroula sous tension. Bayrou tenta de justifier son échec, évoquant les trahisons parlementaires et des circonstances qu'il jugeait exceptionnelles, tandis que le Cornu écoutait sans réellement s'engager, notant à peine, questionnant rarement, laissant son silence parler pour lui. Puis, à midi précis, ils apparurent ensemble dans la cour, face à une nuée de journalistes et de caméras venus de toutes les chaînes, chacune ayant interrompu ses programmes pour ne rien manquer. Bayrou s'avança le premier vers le pupitre, costume sombre parfaitement ajusté, cravate bleue soigneusement choisie, affichant cette combinaison maîtrisée de gravité et de calme forgée par des décennies de vie publique. Après une inspiration mesurée, il prit la parole, se tournant légèrement vers son successeur. Monsieur le Premier ministre, avant d'insister sur la gravité du moment, le qualifiant d'important, exigeant et dangereux. 3 termes soigneusement sélectionnés pour installer une tension et suggérer le poids immense qui reposait désormais sur les épaules de celui qui lui succédait. Puis vint le moment où Bayrou posa les bases de sa démonstration, adoptant ce ton presque académique qu'il affectionnait, comme s'il donnait une leçon plus qu'il ne faisait un discours. 3 idées, expliqua-t-il, s'imposaient à lui. Aider, unir, réinventer. 3 mots, simples en apparence, mais déjà chargés d'intention. Le premier, aider, ressemblait à un geste bienveillant, presque généreux, mais dissimulait en réalité une position dominante. Celui qui tend la main se place toujours au-dessus de celui qui la saisit. En élargissant cette offre à son camp, il suggérait qu'il incarnait, avec les siens, une forme de sagesse collective face à un successeur encore approuvé. Le second terme, rassembler, glissait plus subtilement une justification de son propre échec. S'il n'avait pas réussi, ce n'était pas faute d'effort, mais parce que les divisions étaient trop profondes, les oppositions trop rigides. Autrement dit, la mission relevait presque de l'impossible. Quant au 3e mot, inventer, il portait la charge la plus incisive. Derrière cet appel à construire du nouveau, Bayrou laissait entendre que ceux en place, Macron et ceux qui le représentaient, restaient enfermés dans des schémas abstraits, éloignés du réel, tandis que lui se présentait comme l'homme du concret, du pragmatisme. En quelques minutes, il dressa ainsi un portrait flatteur de lui-même, mêlant courage, lucidité et sens de l'État, allant jusqu'à conclure sur une note d'espoir soigneusement calibrée, affirmant que la France ne resterait pas éternellement prisonnière des divisions et des tensions. Puis, s'interrompant,
Il se tourna vers le cornu avec un sourire presque imperceptible. Tout était en place. Le piège, lui, était désormais complet. Quelle que soit la réponse, elle semblait piégée d'avance. Accepter avec reconnaissance revenait à se placer en position inférieure. S'engager dans un discours long risquait de reproduire les travers mêmes qu'il dénonçait. C'est alors que Lecornu s'avança, sans notes, sans support, sans artifice. Une présence nue, presque austère dans son costume gris, mais portée par une détermination visible. Il fixa tour à tour Bayrou, puis les caméras, puis de nouveau Bayrou. 3 secondes de silence, suffisamment longues pour tendre l'atmosphère, presque insoutenable pour ceux qui observaient. Et enfin, il parla. D'une voix nette, posée, il salua brièvement puis lâcha « Je ne ferai pas de long discours ». Le contraste fut immédiat, presque brutal. En une phrase, il venait de balayer toute la mise en scène précédente, répondant sans détour à l'abondance verbale de son prédécesseur. Mais au-delà de la réponse immédiate, c'est à l'ensemble du pays que Lecornu s'adressait, glissant derrière ses mots une rupture presque assumée. Le temps des discours séduisants touchait à sa fin, et la période troublée que traversait la France imposait désormais retenue et simplicité. 2 notions qu'il ne nommait pas au hasard et qui, en creux, pointaient ce qui avait fait défaut à l'équipe précédente. Rien n'était improvisé. Chaque phrase semblait déposée avec précision, comme autant de touches discrètes visant son prédécesseur. Après avoir remercié le chef de l'État pour sa confiance, il se tourna vers Bayrou, acceptant son offre d'aide sans la rejeter frontalement, mais en redirigeant aussitôt l'attention vers un hommage appuyé à son courage exceptionnel, saluant la manière dont il avait défendu ses convictions personnelles jusqu'au dernier instant. L'éloge, en apparence respectueux, résonna pourtant comme une gifle feutrée, car en mettant en avant la bravoure plutôt que les résultats, Lecornu redéfinissait implicitement le bilan de son aîné. Derrière la formule élégante, le message était limpide. L'effort avait été réel, mais l'issue, elle, ne l'était pas. En évoquant des convictions presque militantes, il repositionnait Bayrou dans le registre de l'engagement individuel plutôt que dans celui de l'efficacité collective. Une nuance fine, presque invisible pour le grand public, n'est parfaitement décodée dans les cercles politiques. Bayrou, lui, perçut immédiatement la portée de l'attaque. Son sourire se crispa à peine, signe discret mais révélateur. Il comprit alors que celui qu'il pensait encadrer prenait en réalité l'ascendant, déconstruisant méthodiquement sa posture. Puis Lecornu poursuivit, évoquant une forme de justice future qui reconnaîtrait ses efforts, avant de rappeler, avec une politesse calculée, qu'il parlait aussi en tant que cadet. Ce mot, anodin en apparence, agissait comme une frontière symbolique. D'un côté, l'expérience qui s'efface, de l'autre, la relève qui s'impose. Et c'est précisément dans cette courtoisie irréprochable, presque trop parfaite, que résidait la force de l'attaque. Une démonstration froide, maîtrisée, d'un changement déjà en marche. Puis, sans s'attarder, Lecornu enchaîna sur ce qui allait marquer les esprits bien au-delà de cette cérémonie. Une séquence appelée à tourner en boucle dans les médias. Il ne compliqua rien, ne chercha pas à démontrer, il affirma simplement, presque calmement, que le pays allait s'en sortir. Quelques mots à peine, mais leur simplicité contrastait violemment avec des mois de confusion politique, de gouvernements éphémères et de projets rejetés. Là où d'autres multipliaient les explications, lui se contentait d'une certitude. Aucune réserve, aucun conditionnel, aucune dépendance à une hypothétique coopération parlementaire. Juste une conviction posée comme un fait. Il poursuivit en affirmant qu'aucune voie n'était impraticable, balayant d'un revers de phrase tout un discours construit sur les contraintes, les blocages et les excuses accumulées pendant des mois. En creux, il répondait à Bayrou « Oui, la situation est complexe, mais non, elle n'est pas insurmontable. » Et puis, survint l'instant décisif, celui qui fit basculer l'atmosphère. Se redressant légèrement, il planta son regard dans celui de son prédécesseur et prononça une phrase qui sonnait comme un avertissement. Il fallait changer. Le ton monta, sans jamais devenir agressif, et il précisa que cela impliquait davantage d'inventivité, plus de rigueur technique et surtout une approche plus sérieuse dans les relations avec l'opposition.
3 exigences qui, en miroir, dessinaient un constat sévère du passé. Ce qui avait été fait ne suffisait pas. Et ce n'était pas terminé. Lorsqu'il évoqua la nécessité de rupture, le mot résonna avec une force particulière, chargé d'histoire et de promesses de transformation radicale. Mais il ne s'arrêta pas là. Il insista sur le fait que ces changements ne devaient pas se limiter à l'apparence ou aux méthodes, mais toucher le fond même des politiques menées. En quelques phrases, prononcées devant les caméras et sous les yeux de Bayrou, il venait d'acter une remise en cause globale de l'héritage récent, envoyant un message clair. Ce qui avait été fait jusqu'ici ne constituait plus une base suffisante. C'était, sans éclat inutile, une déclaration ouverte contre les anciennes pratiques, et peut-être le début d'une nouvelle ère. En à peine 2 minutes 30, tout était déjà joué. Face aux 4 minutes déployées par Bayrou, ce contraste de durée disait presque tout, mais ce n'était pas qu'une question de temps. En un laps aussi court, Lecornu venait de désamorcer, pièce par pièce, le dispositif que son prédécesseur avait soigneusement construit. Il n'avait ni argumenté longuement, ni cherché l'affrontement direct, préférant tracer une direction claire, poser des repères simples et afficher une détermination sans détour. À ses côtés, Bayrou restait figé, le visage fermé, privé de ce sourire qui l'accompagnait quelques instants plus tôt. Il saisissait parfaitement ce qui venait de se produire. L'image du dit expérimenté qu'il espérait incarner venait de s'effondrer. Ni soumis, ni provocateur, Lecornu avait choisi une voie bien plus redoutable, déplacer le centre du débat. L'échange s'acheva par une poignée de main rapide, presque mécanique, sous l'œil des caméras, avant que les 2 hommes ne disparaissent à l'intérieur pour régler les formalités restantes. Et presque immédiatement, l'écho se fit entendre ailleurs. Sur les réseaux sociaux, la réaction fut fulgurante. En quelques instants, un mot-clé s'imposa, propulsant l'épisode au sommet des tendances. D'abord surpris par la brièveté de l'intervention, les observateurs se mirent à disséquer chaque détail, chaque intonation. Certains y virent une véritable démonstration de communication politique, soulignant qu'en quelques minutes à peine, Lecornu avait accompli ce que d'autres peinent à faire en de longues heures. D'autres remarquèrent l'absence presque totale de mise en avant personnelle, un discours tourné vers le collectif plutôt que vers l'ego. Sur les plateaux d'information, on analysait ses gestes mesurés, son regard direct, son absence de support écrit, tout contribuant à une impression de maîtrise calme, d'autorité sans ostentation. Et au cœur de ces analyses, une idée revenait sans cesse. Cette promesse de rupture ne se limitait pas à un changement de méthode. Elle laissait entrevoir une transformation plus profonde, presque une redéfinition des objectifs eux-mêmes. Derrière les mots prononcés, une évidence commençait à s'imposer. Ce n'était pas seulement une question de méthode, mais bien une redéfinition des objectifs eux-mêmes. Rue de Solferino, dans les bureaux du Parti socialiste, Olivier Faure suivait la scène à l'écran, partagé entre curiosité et scepticisme, murmurant que ses promesses de transformation de fond restaient à prouver, oscillant peut-être entre conviction réelle et simple stratégie de communication. À Nanterre, au siège du Rassemblement national, Jordan Bardella, encore jeune mais déjà aguerri, notait attentivement, reconnaissant dans cette posture quelque chose de familier, cette capacité à incarner une rupture générationnelle. Sa réaction ne tarda pas, posant un ultimatum limpide. Soit le changement annoncé se concrétise, soit la sanction politique tombera. Pendant ce temps, à Matignon, l'ambiance était tout autre. Dans les couloirs, Bayrou faisait ses adieux, entouré de collaborateurs marqués par l'instant. Certains retenaient difficilement leur émotion, d'autres dissimulaient mal leur frustration. Tous avaient conscience d'avoir assisté à une scène inhabituelle, presque déroutante. L'une parla d'humiliation, mais un autre, plus expérimenté, corrigea immédiatement. Ce n'était pas une attaque frontale, c'était plus subtil, plus froid. Une mise à distance nette, rendue d'autant plus implacable qu'elle s'exprimait avec respect. Bayrou, lui, resta impassible, comme retranché derrière une expression devenue opaque. Il salua, serra des mains, échangea quelques embrassades protocolaires, puis monta une dernière fois dans la voiture officielle, direction sa mairie du Sud-Ouest, où il se retirerait désormais. Le véhicule franchit les grilles et avec lui, c'est toute une présence nationale qui s'effaçait, presque aussi rapidement qu'elle s'était imposée quelques mois plus tôt. À l'intérieur du bâtiment, Lecornu n'attendait pas.
Dès l'après-midi, les rendez-vous s'enchaînaient, avec les figures clés de la majorité et au-delà, marquant le début d'une série de consultations intenses. Mais au-delà du calendrier, c'est l'atmosphère elle-même qui avait changé. Ceux qui se présentaient à Matignon ce jour-là ne retrouvaient plus le même interlocuteur. Ils faisaient face à quelqu'un de plus direct, moins enclin aux discussions interminables, peu intéressé par les effets de discours et surtout décidé à agir sans délai. Dès le journal de 20 heures, toutes les grandes chaînes avaient déjà fait de cette passation leur sujet principal, preuve que quelque chose d'inhabituel venait de se produire. Sur TF1, le ton était donné. Une transition, presque une rupture d'époque. En quelques minutes à peine, Lecornu avait imposé une signature nouvelle, un style qui tranchait nettement avec ce que l'on connaissait. Sur France 2, on soulignait surtout cette sobriété presque déroutante, cette capacité à dire l'essentiel sans s'enliser dans des discours interminables. Dans un univers politique saturé de mots souvent creux, cette retenue apparaissait comme une anomalie. Ou peut-être comme une réponse attendue. D'autres, comme sur M6, allaient plus loin, posant la question que tout le monde commençait à formuler. Derrière les annonces de changement, qu'y avait-il réellement? Car si la forme séduisait, le fond restait à prouver, et la patience des Français, elle, s'amenuisait. La scène avait été remportée avec brio sur le terrain de la communication, mais le véritable affrontement, celui des décisions et des résultats, ne faisait que commencer. Dans les jours suivants, les coulisses commencèrent à émerger, révélant un contraste presque ironique. Du côté de Bayrou, tout avait été préparé avec minutie. Une nuit entière consacrée à peaufiner chaque phrase, à consulter ses conseillers, à répéter encore et encore comme un acteur cherchant la perfection avant l'entrée en scène. Son objectif était clair. Marquer les esprits, laisser l'image d'un responsable quittant ses fonctions avec dignité et hauteur. Mais il avait sous-estimé un élément essentiel. Son successeur ne jouait pas selon les mêmes règles. Là où Bayrou misait sur la longueur, les références et l'élégance du langage pour construire la mémoire, Lecornu, lui, choisissait l'impact immédiat, la précision, la densité. Deux visions opposées de ce qui rend un moment inoubliable. Deux manières d'exister politiquement et, au fond, deux générations qui ne parlaient déjà plus le même langage. Ce qui s'est réellement joué derrière les portes closes de cet échange d'une cinquantaine de minutes demeure encore aujourd'hui largement obscur. Pourtant, d'après une source restée discrète, Bayrou aurait tenté d'endosser le rôle du guide, prodiguant conseils et mise en garde sur l'art délicat de composer avec l'Assemblée. Il aurait longuement détaillé les raisons de l'échec de son budget, évoquant les rivalités internes, les figures imprévisibles et les limites infranchissables de chaque camp. Face à lui, Lecornu écoutait avec courtoisie, mais son attention semblait ailleurs, comme s'il se projetait déjà dans une autre logique. À un moment, Bayrou aurait insisté, rappelant que la vie parlementaire n'obéit pas à une chaîne de commandement et que l'autorité ne s'y impose pas comme dans une structure militaire. La réponse de Lecornu, posée et presque minimaliste, résumait tout. Il ne cherchait pas à diriger, mais à construire des accords. Une nuance en apparence simple, mais qui traduisait une différence profonde. Là où Bayrou percevait le Parlement comme un terrain à maîtriser, voire à contourner, Lecornu semblait vouloir en faire un espace de négociation. Le lendemain, cette divergence se confirma dans les actes. Sans précipitation apparente, il lança une série de consultations, mais en brisant les codes établis. Plutôt que d'enchaîner les rencontres individuelles sur plusieurs jours, il choisit de réunir autour d'une même table les forces du bloc central et leurs alliés, obligeant chacun à exposer ses positions face aux autres. L'idée était simple. Éviter les discours contradictoires en coulisses et forcer une confrontation directe. Une approche risquée, car elle pouvait faire éclater au grand jour les tensions internes, mais aussi potentiellement efficace en poussant les acteurs à trouver des compromis immédiats. Pendant 3 heures, les divergences s'exprimèrent sans filtre, révélant les fractures, mais aussi, peut-être, les bases d'un accord possible. Et pourtant, malgré les tensions initiales, quelque chose finit par se dessiner. Un terrain d'entente, fragile mais réel, sur quelques points essentiels. Pas question de toucher aux jours fériés, maintien d'un effort demandé aux plus aisés, et surtout, ouverture d'un dialogue continu avec la gauche, en particulier les socialistes. Un résultat modeste en apparence, mais déjà plus tangible que ce qui avait été obtenu en plusieurs mois auparavant. Le lendemain, Lecornu poursuivit sur cette lancée en recevant les principales organisations syndicales.
Elles arrivèrent avec des revendications multiples, nourries par la mobilisation massive des jours précédents, portée par un rapport de force qui leur était favorable. Mais une fois encore, il refusa de jouer selon le scénario attendu. Plutôt que de multiplier les entretiens individuels, il imposa une discussion collective, plaçant tout le monde face à ses contradictions. Dès l'ouverture, le ton fut donné. Il avait lu leurs propositions, mais certaines s'opposaient frontalement, et il le dit sans détour. Demander simultanément davantage de dépenses et moins de prélèvements n'était pas tenable. Sa proposition fut alors simple, presque brutale dans sa clarté. Réduire les exigences à l'essentiel. 3 priorités, pas plus, et accepter que tout ne serait pas réalisable. Cette manière directe déstabilisa les syndicats, habitués à des promesses généreuses mais rarement suivies d'effets. Ici, il ne s'agissait plus de promettre, mais de trancher. Certains reconnurent la singularité de la méthode, tout en attendant de voir si elle serait suivie d'actes. Pendant ce temps, l'épisode continuait d'alimenter les analyses. Les experts passaient au crible chaque détail, chaque posture, cherchant à comprendre ce qui faisait la force de cette prise de parole. Dans la presse, certains observateurs allaient jusqu'à souligner que, dans un climat de défiance généralisée, parler moins pouvait valoir plus que parler mieux, et que les citoyens attendaient désormais des décisions plutôt que des discours. À l'Assemblée, les conversations évoluaient également. On évoquait déjà cet « effet Lecornu », une impression diffuse qu'un changement de ton, et peut-être de méthode, était en train de s'installer. Il est redoutable. Pas une faute, pas une ouverture. Dans certains cercles politiques, le constat tombait presque avec une pointe d'inquiétude. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne s'embarrassa pas de nuances et choisit l'attaque frontale sur les réseaux sociaux, balayant toute idée de nouveauté en affirmant que derrière le changement de visage, la ligne restait identique, promettant une riposte rapide au Parlement. Pourtant, même au sein de son propre camp, tous ne partageaient pas cette certitude. En coulisses, certains reconnaissaient à demi-mot que le nouvel homme à Matignon semblait plus solide, plus difficile à déstabiliser. Et chacun savait où se jouerait la véritable épreuve, le budget. C'était précisément sur ce terrain que Bayrou avait chuté, avec un projet d'économie massive qui avait cristallisé les oppositions. Quelques jours plus tard, Lecornu prit la parole dans une salle comble, sous le regard de centaines de journalistes venus chercher des réponses. Toujours sans note, fidèle à sa méthode, il annonça vouloir repartir de zéro, refusant de considérer le travail précédent comme une référence intangible. La formule, volontairement tranchée, fit l'effet d'un coup de tonnerre. Il venait de prendre ses distances publiquement avec l'héritage budgétaire de son prédécesseur. Il précisa ensuite viser un déficit proche des objectifs annoncés auparavant, mais par une trajectoire différente, insistant sur cette distinction comme pour marquer une rupture sans l'afficher frontalement. Interrogé sur ce que signifiait concrètement ce changement annoncé, il répondit sans détour « L'effort ne pouvait plus reposer principalement sur les mêmes catégories sociales. Et l'équité fiscale devait devenir une réalité tangible, pas un simple principe affiché. » Une déclaration qui, sans le dire explicitement, ouvrait la porte à un terrain de dialogue avec une partie de l'opposition. Une question surgit alors dans la salle, posée par un journaliste, et avec elle un véritable piège politique. Fallait-il instaurer cette fameuse taxe sur les grandes fortunes réclamée par la gauche? Lecornu marqua un court silence, le temps de mesurer les conséquences. Répondre positivement revenait à braquer une partie de son propre camp et du monde économique. Refuser, c'était fermer la porte à tout compromis avec les socialistes. Il choisit une troisième voie, plus subtile. Reconnaître l'intérêt de la proposition tout en refusant de s'y enfermer, évoquant d'autres leviers capables d'atteindre le même objectif sans en subir les contraintes techniques. Une réponse en équilibre, qui ne tranchait pas vraiment, mais qui évitait soigneusement de se couper d'un côté comme de l'autre. Dans la salle, les observateurs comprirent immédiatement. Ils avaient face à eux un stratège, capable de naviguer entre les lignes sans jamais s'y coincer. À des kilomètres de là, Bayrou suivait la scène en silence, seul devant son écran, dans son bureau assombri. Les mots qui revenaient en boucle, repartir de zéro, faire autrement, parler d'équité, résonnait comme autant de coups portés à ce qu'il avait défendu pendant des mois. Lui qui avait plaidé pour un effort partagé, justifiant des mesures impopulaires au nom de l'équilibre,
voyait son argumentaire s'effriter en quelques phrases. Le téléphone interrompit ce moment. À l'autre bout du fil, un allié de longue date, inquiet, lui fit remarquer que tout ce qu'ils avaient construit était en train d'être remis en cause. Bayrou, presque résigné, répondit qu'il observait la situation avec lucidité. Son successeur jouait sa propre survie politique. Puis la discussion glissa vers une constatation plus large. Là où ils avaient cru pouvoir s'appuyer sur certaines forces pour gouverner, la réalité s'était révélée tout autre. Une question, plus personnelle, finit par émerger. Regrettait-il d'avoir provoqué ce vote décisif? Après un long silence, il admit ne pas avoir d'amertume, tout en reconnaissant peut-être avoir surestimé sa capacité à imposer sa vision. Et c'est là que la différence apparaissait clairement. Là où lui avait tenté de diriger, Lecornu semblait préférer assembler. Une nuance discrète, mais qui, au fond, résumait toute la bascule en cours. Dans la salle, une interrogation surgit, apparemment simple mais redoutablement piégée. Fallait-il adopter cette taxation des grandes fortunes portée par la gauche? Lecornu suspendit un instant sa réponse, pesant chaque option. Dire oui, c'était risquer de fracturer son propre camp et d'inquiéter les milieux économiques. Dire non, c'était couper court à toute négociation avec les socialistes. Il opta alors pour une ligne de crête. Saluer l'intérêt de l'idée sans s'y enfermer, suggérant l'existence d'autres outils capables d'atteindre le même objectif sans en subir les limites. Une réponse calibrée, qui ne tranche pas, mais qui évite de se fermer des portes. Dans la salle, le message fut immédiatement compris. Ils avaient devant eux un tacticien, à l'aise dans les zones grises. Pendant ce temps, loin de là, Bayrou suivait la scène en solitaire, plongé dans la pénombre de son bureau. Les expressions répétées. Repartir à zéro, changer d'approche, parler de justice, résonnaient comme autant de remises en cause de son propre bilan. Lui qui avait défendu pendant des mois une logique d'équilibre et d'effort partagé, voyait son récit se déliter en quelques instants. Le téléphone sonna, brisant les silences. Un proche lui signala, inquiet, que tout leur édifice semblait vaciller. Bayrou répondit avec une forme de lucidité résignée. Son successeur faisait ce qu'il fallait pour tenir. Puis la conversation prit un tour plus large. Les alliances sur lesquelles il pensait pouvoir compter n'avaient pas tenu face à la réalité. Enfin, une question plus intime s'imposa. Regrettait-il d'avoir déclenché ce vote décisif? Après un long temps de réflexion, il reconnut ne pas nourrir de regrets, tout en admettant peut-être avoir surestimé sa capacité à imposer sa ligne. Et c'est là que le contraste devenait évident. Là où lui cherchait à imposer, Lecornu semblait vouloir composer. Une différence presque discrète, mais qui traduisait, en profondeur, un véritable changement d'époque. Le choix du média n'était pas anodin. Ni quotidien d'élite, ni tribune d'influence traditionnelle, mais un journal ancré dans la France du quotidien. Et c'est là que Lecornu choisit de s'exprimer, avec une simplicité presque déconcertante. Pas de promesses spectaculaires, pas de posture héroïque. Il reconnaissait sans détour qu'il n'avait rien d'un sauveur, qu'aucune solution miracle n'existait à court terme, mais qu'il s'engageait à remettre le pays sur une trajectoire plus stable. Sur les questions fiscales, il traça une ligne claire sans tomber dans la radicalité. Pas de reprise mécanique des propositions les plus emblématiques, mais un renforcement ciblé des contributions des plus hauts revenus. Une nuance qui change tout. Sur les retraites, terrain hautement sensible, il maintenait le cap tout en laissant une marge de discussion sur les modalités, dessinant une méthode faite de fermeté sur les principes et d'adaptation dans l'exécution. Le même jour, Bayrou s'exprimait lui aussi à la radio et le contraste était frappant. Là où Lecornu allait droit au but, lui s'engageait dans des développements plus vastes, presque théoriques, élargissant le débat à une crise bien plus profonde que les seules questions économiques ou institutionnelles. Mais lorsque le journaliste le ramena à une interrogation plus concrète, son choix de provoquer un vote décisif, le ton changea. Piqué, il défendit sa décision au nom de la cohérence et de la responsabilité, affirmant avoir voulu confronter les élus à une réalité qu'ils auraient préféré éviter. L'échange aurait pu s'arrêter là, mais une remarque relança la discussion. Son successeur semblait, lui, trouver des voies de compromis. Un silence s'installa, révélateur. Finalement, Bayrou reconnut les qualités de Lecornu,
soulignant sa jeunesse et l'élan qu'elle suscite, tout en exprimant un espoir teinté d'amertume quant à sa réussite. Derrière cette formule mesurée se cachait en réalité une reconnaissance implicite de son propre échec, une manière élégante de céder la place sans vraiment l'admettre. Et pour ceux qui écoutaient attentivement, une chose devenait claire. Malgré les apparences, la page n'était pas encore totalement tournée dans son esprit. Le début du mois d'octobre marqua une étape attendue. Le budget porté par Lecornu arriva enfin sur les bancs de l'Assemblée. Loin des positions tranchées, le texte se présentait comme un assemblage calculé, mêlant plusieurs lignes pour tenter de tenir un équilibre fragile. Moins ambitieux en matière d'économie que celui de son prédécesseur, il reposait néanmoins sur des ajustements fiscaux ciblés et des efforts demandés à l'appareil d'État, sans pour autant engager de coupes brutales dans les effectifs publics. Présenté comme un compromis assumé, il se voulait avant tout praticable. Non pas la solution idéale, mais celle qui pouvait rassembler suffisamment pour passer. L'ambiance des débats resta tendue, mais sans atteindre le niveau de crispation observé quelques semaines plus tôt. Du côté socialiste, la position se fit nuancer. Examen rigoureux du texte, mais sans opposition systématique. À droite, on temporisait, attendant de voir l'évolution du projet au fil des amendements. Seule une partie de la gauche radicale campait sur une ligne de refus total, dénonçant un projet dissimulant une logique d'austérité. Pourtant, les équilibres parlementaires semblaient cette fois jouer en faveur du gouvernement, laissant entrevoir la possibilité d'une adoption sans recours aux procédures les plus contraignantes, une perspective inédite depuis le début du quinquennat. Mais à peine quelques jours plus tard, un autre événement vint bouleverser le paysage. François Bayrou annonça son retrait de la scène nationale, choisissant de se recentrer sur ses fonctions locales. Dans une lettre rendue publique, il évoqua un passage de relais nécessaire, reconnaissant implicitement que le moment appartenait désormais à une nouvelle génération. Derrière les mots mesurés, l'annonce ressemblait à un départ définitif. L'effet fut immédiat dans les cercles politiques. Celui qui avait longtemps occupé une place centrale se retirait, laissant derrière lui le sentiment d'un tournant. Le soir même, Lecornu réagit avec sobriété, saluant un parcours marqué par l'engagement et le dialogue, sans s'attarder dans les hommages. Une déclaration brève, presque distante, qui, selon les interprétations, traduisait soit une forme de retenue, soit une volonté claire de clore un chapitre. Un mois après la passation, les chiffres commencèrent à parler d'eux-mêmes. Sans éclat spectaculaire, mais avec une certaine constance, Lecornu s'installait dans l'opinion avec un niveau de confiance jugé solide dans le contexte actuel. Plus révélateur encore, une majorité relative de Français se disait prête à lui accorder du crédit pour la suite, un écart notable avec les débuts de son prédécesseur. Dans le même temps, la dynamique contestataire, qui menaçait quelques semaines plus tôt de bloquer le pays, semblait perdre de son intensité. Les mobilisations s'amenuisaient, les foules se clairsemaient. Là où d'autres avaient échoué, il semblait avoir trouvé un levier. Répondre vite, ouvrir le dialogue, sans s'enliser dans des promesses. Certains analystes y voyaient une compréhension simple mais essentielle. Les citoyens n'attendent pas des exploits, ils attendent d'être entendus et de voir des décisions concrètes. Quelques jours plus tard, interrogé en déplacement sur les tensions supposées avec Bayrou, Lecornu répondit avec une franchise mesurée. Il affirma son respect pour son prédécesseur, tout en rappelant qu'honorer un parcours ne signifie pas en reproduire les choix. Les changements qu'il évoquait ne visaient pas une personne, mais une manière de faire devenue inadaptée. Derrière cette réponse équilibrée, le message était limpide. Le temps des discours prolongés avait vécu. Celui de l'action devait prendre le relais. Début novembre, l'épreuve décisive arriva. Après des semaines de débats, le budget fut adopté, sans recours à des procédures exceptionnelles, marquant un tournant inédit depuis plusieurs années. Ce soir-là, seul dans son bureau, Lecornu observa le calme des jardins, repensant à cette journée où tout avait basculé, à ces quelques minutes qui avaient redéfini sa trajectoire. Un message du président apparut sur son téléphone, saluant la réussite. Il esquissa un sourire, conscient que rien n'était vraiment gagné. Ce n'était qu'une étape, un premier passage franchi. Mais une chose était certaine, il avait imposé sa méthode, faite de retenue, de précision et d'efficacité, là où d'autres s'étaient perdus dans les mots. Dans le silence de son bureau municipal, après avoir suivi le vote jusqu'à son terme, Bayrou coupa l'écran,
comme pour clore définitivement un chapitre. Le poids des années semblait soudain plus présent lorsqu'il se redressa, ses gestes ralentis par le temps, avant de laisser son regard se poser sur les images accrochées au mur. Fragments d'une vie entière consacrée à la politique, faite d'affrontements, de succès et de revers. Dans un murmure presque inaudible, il formula une conclusion amère mais lucide. Son successeur avait saisi une vérité qui lui avait échappé, celle d'une époque où les mots ne suffisent plus, où seuls les résultats comptent réellement. Il plongea la pièce dans l'obscurité, puis sortit dans la nuit, conscient, sans vraiment vouloir se l'avouer, que son rôle sur la scène nationale appartenait désormais au passé. Peut-être était-ce inévitable, peut-être même nécessaire. Le pays attendait autre chose, un renouvellement, une manière différente d'agir et de s'exprimer. Ce qui s'était joué ce jour-là, en quelques minutes seulement, avait suffi à révéler ce basculement. Le piège qu'il avait soigneusement préparé s'était retourné contre lui, transformé en point d'appui par celui qu'il pensait piéger.